Vous m'entendez, c'est bon? Bon, tout d'abord, vous remercier d'être ici. Surtout remercier et féliciter les organisatrices et organisateurs de cette école d'été, notamment Émilie, Leslie, et également remercier les traducteurs qui nous permettent de communiquer en anglais et en français. Nous allons donc présenter avec Laetitia un sujet qui permet de faire les liens entre différents champs juridiques, donc la justice transitionnelle, la justice de l'environnement, mais également la justice autochtone. Nous allons donc commencer par une petite introduction de ce qui est les conflits armés colombiens, notamment la Colombie, vous la voyez ici dans la carte, c'est un pays de l'Amérique du Sud. C'est un pays qui fait 3 fois la taille de la France. C'est un pays qui se trouve dans la ligne de l'équateur, qui a des ressources naturelles très riches et également une richesse d'un point de vue sociologique parce qu'en Colombie, il y a 115 peuples autochtones. Dans ces pays, il y a un conflit armé depuis plus de 50 ans. En fait, c'est un conflit armé qui dure, qui perdure et qui n'est pas encore résolu. Dans ces conflits armés, il y a différentes causes. Il y a des causes internes, des causes externes. Et permettez-moi tout d'abord de préciser un peu les causes internes pour les différencier d'autres types de conflits que vous pouvez trouver un peu partout dans le monde. En fait, ce n'est pas un conflit religieux, ce n'est pas un conflit ethnique, c'est un conflit qui trouve des origines dans des causes politiques, notamment l'accès au pouvoir. En Colombie, pendant de longues années, il était impossible pour des visions de gauche, des visions alternatives, d'arriver au pouvoir. En fait, les partis traditionnels, les partis libéraux, les partis conservateurs ont pris le pouvoir, l'ont partagé et n'ont pas permis d'autres possibilités d'exercice de ces pouvoirs. En fait, cette année, il y a l'élection d'un président de gauche pour la première fois de l'histoire républicaine de la Colombie. Ensuite, il y a aussi des causes internes d'un point de vue socio-économique. Et là, c'est très important pour les sujets que nous allons partager avec vous, parce que la terre, les territoires, fait partie ou font partie des causes qui sont à l'origine de ces conflits armés. En fait, en Colombie, comme dans certains pays de l'Amérique latine, la richesse est mesurée et comprise à partir de l'accaparation des terres et la Colombie est un exemple paradigmatique de ces phénomènes. Il y a aussi des causes externes qu'il faut quand même évoquer. Notamment, les conflits armés colombiens a émergé lorsqu'il existait la guerre froide et ça aura des conséquences dans la plupart des pays d'Amérique latine. Ici, il y a par exemple l'émergence de plusieurs groupes de guérillas dans plusieurs pays de l'Amérique latine, notamment à Cuba, mais également au Guatemala, en Argentine ou en Bolivie. C'est autour des années 60. Il y a à la même époque une réponse du bloc capitaliste avec des dictatures militaires qui se sont installées dans la plupart des pays de l'Amérique latine. Et là, encore une fois, vous voyez les différents pays qui ont subi des dictatures militaires. La particularité de la Colombie, c'est de ne pas avoir subi une dictature militaire. En fait, l'armée n'a pas fait un coup d'État, mais a partagé les intérêts économiques des élites au pouvoir qui ne laissaient pas, évidemment, arriver au pouvoir les expressions alternatives, notamment des gauches. Dans ces contextes, il y a donc l'émergence des différents groupes de guérillas. Peut-être vous avez entendu déjà parler des FARC, les Forces armées révolutionnaires de la Colombie, qui sont nées en 1964, mais il y a différents groupes de guérillas qui ont aussi émergé à l'époque, notamment l'armée de libération nationale qui existe toujours aujourd'hui, qui est née en 1964, et d'autres mouvements qui sont aussi émergés, mais qui n'existaient plus, parce qu'en Colombie, une des particularités aussi de ces conflits,
c'est l'existence des différents processus de paix qui ont réussi à démobiliser certains groupes de guérillas. Les plus récents, ou plutôt une des analyses importantes concernant les conflits armés colombiens, c'est sa dégradation et sa généralisation dans le temps. Comme je vous ai dit, c'est un conflit très ancien, 1964, qui existe toujours aujourd'hui. Et il y a une raison pour laquelle ce conflit n'est pas encore terminé, et pour être sincère avec vous, ça va être très difficile que ça s'arrête, c'est l'existence du narcotrafic. À partir des années 80, le narcotrafic se transforme dans un moteur, dans une forme de financement de la guerre qui va effacer également les revendications qui étaient à l'origine de certains groupes armés qui participent au conflit armé. Donc, c'est un conflit très ancien qui a évolué, qui s'est transformé et qui aujourd'hui continue à produire des victimes. La dernière négociation de paix qui a connu la Colombie, c'est avec les FARC. C'est une négociation qui a commencé en 2012 et qui s'est construite à partir d'un agenda qui concernait 6 points principaux. La politique de développement agraire, et là, vous voyez l'importance de la terre, du territoire, dans la résolution de ces conflits armés. Il y a aussi la participation politique des groupes, des anciens groupes de guérillas, notamment les FARC. Il y a la fin des confrontations armées, de la belligérance, et aussi, en quatrième point, la solution au problème des drogues illicites, donc les narcotrafics. Le cinquième point, et c'est sur ça que nous allons insister, c'est les points des victimes du conflit armé, ce que l'on appelle dans les langages un peu spécialisés la justice transitionnelle. Et enfin, un dernier point, c'est la mise en application, la vérification et la ratification de cet accord de paix. L'accord de paix a été signé en 2016 et nous avons mis cette photo ici parce qu'elle est très représentative. C'est le président de la Colombie de l'époque, Juan Manuel Santos, qui va serrer les mains du chef des guérillas des FARC. C'est une image qu'on n'aurait jamais imaginée pendant toutes les années de confrontation. Cet accord de paix a été aussi salué par la communauté internationale parce que c'est un accord qui est très ambitieux, notamment d'un point de vue de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est quoi? Nous allons définir cette justice. Elle est née, elle est apparue dans les années 90, notamment cette professeure que vous avez ici dans l'image, Ruthie Teitel de l'Université de New York, a été à l'origine de cette expression. C'est une conception, et je cite sa définition, c'est une conception de la justice associée à des périodes de changement politique au cours desquelles il apparaît nécessaire de trouver des réponses juridiques pour faire face aux crimes commis par des régimes répressifs précédents. Dans cette définition, ce qu'il faut retenir, c'est le concept de transition. En fait, c'est dans la discipline de la transitologie qui est née cette justice transitionnelle. Cela nécessite donc une transition de la guerre vers la paix ou de la dictature vers la démocratie. Mais c'est une définition qui n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des justices transitionnelles qui émergent sans transition, sans qu'il y ait un changement politique, sans qu'il y ait un changement de régime politique ou même avec des négociations de paix incomplètes, comme c'est le cas de la Colombie. L'accord de paix de 2016 a été signé avec les FARC, mais il y a d'autres groupes de guérillas qui existent toujours en Colombie, donc le conflit n'est pas terminé. La justice transitionnelle ne concerne pas seulement la Colombie. En fait, c'est une justice qui a été mise en place dans plusieurs pays. Je pense qu'ici, peut-être vous venez des pays qui ont connu des expériences de justice transitionnelle.
quelle est la particularité, l'originalité de la Colombie? En fait, c'est de faire un processus de justice transitionnelle avec des exigences du droit international. Pendant longtemps, la justice transitionnelle était assimilée à l'impunité. Pourquoi? Parce que la justice transitionnelle représentait dans la pratique des lois d'amnistie, un effacement juridique des crimes commis. Mais cette possibilité des amnisties a été bannie par les droits internationaux. Aujourd'hui, les crimes internationaux doivent être jugés et sanctionnés. Donc la Colombie essaye de gérer à la fois une situation, un contexte politique de transition, d'accord de paix, en essayant de respecter des standards internationaux dans ces processus de justice transitionnelle. Les piliers de la justice transitionnelle se sont construits à partir de 4 éléments: les droits à la vérité, les droits à la justice, les droits à la réparation et les droits, ou plutôt les garanties de non-répétition. Vous voyez ici, la justice transitionnelle est assez ambitieuse parce qu'il ne s'agit pas seulement de juger les responsables des crimes, mais il s'agit aussi de rendre aux victimes la vérité, d'expliquer pourquoi les crimes ont été commis, mais également, il faut essayer de transformer les situations qui les ont conduits à être victimes des crimes dans ces contextes. Dans la justice transitionnelle, il y a différents mécanismes qui sont appliqués. Il y a des mécanismes judiciaires et des mécanismes non judiciaires. Dans les mécanismes non judiciaires, ce sont peut-être les plus connus, il y a les commissions vérité-réconciliation qui ont été mises en place dans la plupart des pays qui connaissent des expériences de justice transitionnelle, mais il y a aussi un mécanisme judiciaire qui consiste à juger les responsables des crimes. Et c'est surtout cet aspect judiciaire qui a manqué, qui fait défaut dans la plupart des expériences de justice transitionnelle. La Colombie a essayé de créer un système qu'on appelle intégral de justice transitionnelle, dans lequel il y a différentes institutions qui vont être responsables, qui visent à remplir chacun de ces fonctions que j'ai expliquées des piliers de la justice transitionnelle. Il y a une commission vérité, il y a également une unité de recherche des personnes disparues, il y a une juridiction pénale spéciale qui s'appelle la juridiction spéciale pour la paix. Et c'est sur cette juridiction que nous allons concentrer les cœurs de notre exposé, parce que la juridiction spéciale pour la paix est l'opportunité pour faire les liens entre les justices autochtones, la justice transitionnelle et la justice, ou plutôt les droits de l'environnement. Cette justice judiciaire transitionnelle se caractérise par une conception de la sanction différente à celle que l'on peut trouver dans la justice ordinaire. En fait, dans la justice transitionnelle colombienne, il y a des responsables qui doivent révéler la vérité sur ce qui s'est passé, qui doivent assumer la responsabilité de leurs actes, et ensuite, ils peuvent bénéficier des sanctions qu'on appelle des sanctions alternatives. Il y a 3 types de sanctions différentes qui correspondent finalement à différents modèles de justice transitionnelle. Il y a un premier type de sanctions qu'on appelle des sanctions propres au système de justice transitionnelle colombien, qui consiste à sanctionner ces personnes de 5 à 8 ans de restriction de la liberté. Et quand on dit restriction, cela ne signifie pas qu'ils vont aller en prison. En fait, ils vont être limités dans leur déplacement, dans leur liberté de circulation, et ils doivent accomplir des mesures de réparation. Il y a un deuxième modèle, ce sont les sanctions qu'on appelle alternatives. Cette fois-ci, il s'agit des privations de liberté avec une temporalité réduite parce que la personne sera condamnée à des 5 à 8 ans de prison. Alors que dans la justice ordinaire, dans la justice non transitionnelle,
cette personne-là pourrait encourir 60 ans de prison. Vous voyez l'aspect alternatif. Mais il y a aussi un troisième type de sanction, la sanction ordinaire, qui consiste cette fois-ci dans une peine beaucoup plus classique, punitive, de prison de 15 à 20 ans. Voilà le système de justice transitionnelle qui a été mis en place en Colombie. Ce qui est intéressant, surtout, et c'est tous les défis de la justice transitionnelle colombienne, c'est les sanctions propres. Cela signifie que ces personnes-là ne vont pas aller en prison. Mais la question qui se pose, c'est comment ces personnes-là ne vont pas en prison, et cela ne signifie pas forcément l'impunité. C'est tous les défis de cette justice transitionnelle. Maintenant, ma collègue Laetitia va vous présenter un aspect de la particularité de cette institution de la juridiction spéciale pour la paix. Merci. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok. D'abord, merci beaucoup, Émilie Gaillard et l'équipe de la chaire Normandie pour la paix pour cet accueil magnifique. C'est vraiment une chance pour moi de pouvoir, et un plaisir de pouvoir partager cette expérience avec vous tous et toutes. Voilà, alors moi, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur le pluralisme juridique. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour vous poser la question peut-être sur ce qu'est le pluralisme juridique. En fonction de l'échelle sur laquelle on se situe, on peut trouver des définitions très différentes de ce concept. Et dans mon cas, je m'intéresse à la question de l'interculturalité dans la justice. Et la juridiction spéciale pour la paix est un cas vraiment intéressant, car inédit en fait à ce sujet. Donc c'est mon principal objet d'étude. Je fais une sorte d'ethnographie de cette juridiction qui crée une justice transitionnelle interculturelle en ce moment donc en Colombie. Je vais d'abord vous présenter pourquoi est-ce que cette juridiction peut être considérée comme un tribunal interculturel. Ensuite, je vais vous parler des stratégies normatives qui sont utilisées par les juges autochtones au sein de ce tribunal pour faire valoir leurs intérêts, les intérêts des groupes ethniques en Colombie, dans la situation du post-accord de paix. Et ensuite, je vous parlerai d'un protocole, inédit aussi, d'articulation interculturelle et interjuridictionnelle entre la justice transitionnelle et les juridicités autochtones. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la nomination de magistrats ethniques au sein de la JEP, donc ce tribunal de justice transitionnelle, il faut savoir que c'est la première fois dans une haute cour colombienne que des magistrats ethniques font partie d'une magistrature. Et cette présence des magistrats est liée à une forte mobilisation de mouvements ethniques. Alors on peut revenir dessus, mais le terme ethnique et même ethnico-racial a été en fait adopté dans les législations parce que c'est un terme qui vient initialement des mouvements ethniques et qui rassemble en fait, qui est aussi bien assumé par les mouvements autochtones que par les mouvements afro-colombiens et les populations roms et gitanes. Donc voilà, c'est critiquable, mais ça regroupe un petit peu ces différents groupes qui sont reconnus aujourd'hui dans la Constitution colombienne, qui depuis 1991 reconnaît cet État multiculturel. Alors, donc voilà, il faut savoir que pendant les négociations de paix qui se sont tenues à La Havane, dont Luis Miguel nous a parlé, entre 2012 et 2016, les négociateurs, donc d'un côté les FARC, de l'autre le gouvernement colombien, n'ont pas pensé à inviter les groupes ethniques. Et pourtant, ces groupes ethniques sont parmi les victimes principales du conflit armé colombien, ce qui n'a pas été visible en fait pendant ces années de conflit à cause d'une invisibilisation dans les statistiques. Mais aujourd'hui, grâce au travail énorme de la Commission de la vérité, qui vient de rendre son rapport final en juillet dernier, on sait que les victimes ethniques sont surreprésentées donc, parmi les victimes du conflit. Donc cette commission de la vérité a fait un travail donc, gigantesque avec plusieurs volumes dans son rapport. Et donc celui-ci que je vous présente, c'est le volume qui concerne la situation, la violation des droits humains des groupes ethniques. Et ils l'ont intitulé « Resistir no es aguantar », ce qui veut dire « résister n'est pas endurer, n'est pas subir, supporter ».
Ça fait référence donc à cette double situation des peuples autochtones en Colombie qui ont été particulièrement victimes du conflit, mais qui ont aussi développé des stratégies de survivance, enfin de résilience, on peut dire en français, pour résister à cette situation. Et donc, du coup, pour résumer un petit peu ce que montre la Commission de la vérité, c'est que sur l'ensemble de la population non ethnique, qui ne se considère pas ethnique, l'unité de réparation des victimes a comptabilisé qu'un peu moins de 17% sont victimes, contre presque 24% chez les populations se considérant comme autochtones. Donc, en plus de cette disproportion, il faut prendre en compte le fait que les dommages... Oui. Oui. L'unité de réparation des victimes a comptabilisé qu'un peu moins de 17% des personnes non autochtones ont été victimes du conflit, contre presque 24% chez les populations autochtones. En plus de cette disproportion, les dommages ont un impact différencié. Donc on a vu que le principal crime commis, ça a été les déplacements forcés. La Colombie est le pays au monde où il y a plus de déplacés internes du fait du conflit armé. Et ce dommage a une implication plus grave encore chez les peuples autochtones, dans la mesure où leur culture est intrinsèquement liée à leur territoire, qui a une portée non seulement économique, productive, culturelle, mais aussi spirituelle. Donc voilà. Et il faut savoir que ces dommages disproportionnés et différenciés interviennent chez des populations qui sont déjà particulièrement menacées d'extinction physique et culturelle. Et selon une organisation, le Centre pour la justice et le droit international, une soixantaine de peuples autochtones, 64% exactement, sont menacés d'extinction physique et culturelle, sur les 115 peuples autochtones en Colombie dont Luis Miguel vous parlait. Voilà, donc c'est grâce à la mobilisation collective et au chapitre ethnique qui a été inclus dans l'accord de paix que des magistrats autochtones et afro-colombiens ont été intégrés dans la juridiction spéciale pour la paix. Donc, ces juges autochtones et afro-colombiens, ils n'ont pas un mandat particulier dans la juridiction. Ils représentent aussi bien les victimes non autochtones qu'autochtones. Ils ont connu le même processus de sélection. Sachant qu'ils sont 8 au total, ils ne représentent pas la diversité des peuples autochtones colombiens. Donc là, sur la photo, on voit le magistrat José Miller Hormiga, du département du Cauca. Donc, il est d'origine à la fois du peuple Misak et Totoro. On voit la magistrat Nadezhda Natasha Enriquez Chacín. C'est écrit, oui. Originaire de Santa Marta, afro-colombienne, qui se considère comme afro-caribéenne. Mais sur les photos, ensuite, on va voir les autres magistrats représentés qui viennent d'autres peuples autochtones au sein de la juridiction. Voilà. Alors, même s'ils ont un rôle équivalent aux autres juges autochtones, j'aimerais insister sur le fait qu'on ne peut pas saisir la place de ces magistrats sans avoir en tête leur engagement pour la réalisation des droits de leur peuple d'origine. Dans leur diversité, leur trajectoire en tant que professionnels du droit avant la REP et au sein de ce tribunal montre qu'ils défendent des causes communes qu'ils portent sur le plan judiciaire. Donc ils font un vrai activisme judiciaire avant même leur nomination dans ce tribunal. Et parmi ces causes, nous pouvons identifier l'idée selon laquelle les institutions et l'ensemble du pays ont une dette historique envers les groupes ethniques. Ils partagent une vision de la justice transitionnelle qui transcende le conflit armé, dans la mesure où ils souhaitent que les mécanismes réparent d'une manière ou d'une autre les violences subies depuis la colonisation, de manière continue, que ce soit au niveau des possessions de leurs terres, que des discriminations systématiques qu'ils ont subies. Donc même s'ils ne représentent pas tous les groupes dans leur diversité, ils incarnent nécessairement
une diversité de cultures normatives. Et donc, il faut savoir que la Constitution de 91, dont je vous parlais, a reconnu officiellement un pluralisme juridique qu'on peut qualifier de pluralisme juridictionnel, dans la mesure où sont reconnus dans les territoires autochtones la compétence de juges ancestraux, autochtones, traditionnels, sur leur territoire, donc en faisant usage de leur propre normativité. Donc, il y a une jurisprudence bien établie aujourd'hui de la Cour constitutionnelle colombienne concernant la répartition de compétences entre les juridictions ordinaires et les juridictions autochtones selon différents critères. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que par leur action, leur activisme judiciaire au sein du tribunal, ces magistrats entendent transformer ce tribunal, qui reste quand même un tribunal occidental, pénal, qui répond à des règles de droit ordinaire. Alors, comment ils le font ? Ils se sont organisés et ont fondé une commission ethnique. Ils se sont rassemblés, donc les 8 magistrats autochtones et afro-colombiens, avec les fonctionnaires autochtones aussi qu'ils ont nommés eux-mêmes, pour faire valoir des approches différenciées qui guident chaque étape de la procédure devant la juridiction pour que les audiences soient culturellement adaptées à cette diversité culturelle. Voilà. Alors, je pense que je vais passer un petit peu plus vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette commission a un rôle de conseil, elle a un rôle transversal dans toute la juridiction et peut émettre des avis, en fait, pour que dans chaque affaire, même quand ce sont des juges non autochtones saisis d'affaires qui concernent des peuples autochtones, l'approche culturelle différenciée soit appliquée. Et concernant... Et une des actions majeures faites par la commission ethnique, c'est la consultation préalable de l'ensemble des mécanismes de justice transitionnelle à tous les peuples autochtones et afro-colombiens du pays en janvier 2019. Et l'autre, pas très important, vers l'interjuridictionnalité et l'application concrète du pluralisme juridique, vers l'interculturalité en droit. C'est l'adoption d'un protocole de coordination entre la justice transitionnelle et les justices autochtones. Alors pourquoi c'est important ? On a vu qu'il y a beaucoup de victimes autochtones, mais il y a aussi des responsables qui comparaissent devant ce tribunal d'origine autochtone. Exactement 18% ont été recensés. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant alors que les peuples autochtones sont une minorité dans la population colombienne ? C'est parce que le conflit a particulièrement sévi dans les territoires autochtones, où il y a des grandes disputes pour les ressources naturelles. Et ces personnes ont été victimes de recrutement forcé très souvent, ou alors ont rejoint les guérillas par manque d'autres alternatives. Voilà, alors je vais passer très vite aussi sur cette question d'articulation entre juridictions. Mais c'est vrai qu'il y a un conflit de compétences qui se pose, de savoir qui, de la juridiction spéciale pour la paix et des juridictions autochtones, sont compétentes lorsque les responsables sont d'origine autochtone, et les victimes aussi. Ça doit être résolu selon une route, un protocole bien établi, qui prévoit un dialogue interculturel, où sont mis sur un pied d'égalité les autorités autochtones des territoires concernés et les autorités et les juges de la juridiction spéciale pour la paix. Et en cas de subsistance de ce conflit de compétences, c'est la Cour constitutionnelle colombienne qui doit trancher sur cette compétence. J'ai pu assister dans le cadre de mes recherches à ce genre d'audience interculturelle. Mais je n'ai pas pu prendre d'images parce que malheureusement, les responsables autochtones et les victimes sont des populations particulièrement menacées. Donc là, les images que je vous montre, c'est des images qui ont été rendues publiques par des juges de la juridiction spéciale pour la paix. Et celui qu'on voit là, c'est un juge du peuple Wayuu, de la Guajira, dans le nord de la Colombie, qui s'appelle, c'est le magistrat Juan José Cantilla Puchaina. Et donc on voit une de ces audiences qui non seulement est interjuridictionnelle, entre juridictions, qui intègre des autorités autochtones,
Mais en plus, on voit que pendant la pandémie, ils ont dû mettre en place des audiences en ligne, en visioconférence. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Mais c'est quand même des audiences inédites qui avancent et qui donnent des résultats assez intéressants. Je vais m'arrêter là sur ce sujet. Bien. Maintenant, on va présenter un des apports finalement de cette justice transitionnelle et notamment de la juridiction spéciale pour la paix. Concernant les peuples autochtones et la violence qu'ils ont subie à partir du conflit armé colombien, il faut savoir qu'il y a à peu près 4,4% de la population colombienne qui s'identifie comme appartenant à un peuple autochtone. Au total, il y a 115 peuples en Colombie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que dans l'ensemble du territoire colombien, vous voyez ici la carte, il y a 111,5 millions d'hectares du territoire national qui appartient au peuple autochtone. Donc ici, vous voyez dans la carte ce qui correspond finalement au territoire de ces peuples-là. Et c'est dans ces territoires-là que la violence s'est exprimée de la manière la plus forte. Pourquoi? Parce que c'est dans ces territoires qu'on va trouver les ressources naturelles qui sont convoitées par les industries légales et illégales. Et lorsqu'on dit des industries légales, on parle par exemple de la minerie ou des exploitations agricoles à grande échelle. Dans les contextes illégaux, vous l'avez compris, il y a aussi les narcotrafics, mais également les mineries illégales qui n'ont pas une autorisation de la part des autorités gouvernementales. Les territoires des peuples autochtones ont subi particulièrement la violence du conflit armé. Il y a la déforestation, il y a aussi l'exclusion et le déplacement forcé des populations. Il y a également donc l'usage non traditionnel des terres. Il y a aussi les combats des cultifs illicites à partir du glyphosate, ce qui a produit aussi des affectations au territoire. Et cela a mis en péril, a mis en danger l'existence, la survivance de ces peuples autochtones. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais en Colombie, j'étais avocat et j'ai eu l'opportunité d'aller sur place dans ces territoires. Et c'était impressionnant de voir comment les peuples autochtones ont été déplacés, ont été expulsés de leurs terres et leurs terres ont été utilisées pour des projets de grande échelle, par exemple des palmes africaines. Vous pouvez aller en voiture, vous promener pendant des heures avec des monocultifs qui font évidemment mal à la terre parce que c'est un usage déproportionné qui ne correspond pas à l'équilibre de l'écosystème de ces territoires-là. Donc la question qui se pose, c'est finalement ces territoires-là, qu'est-ce que l'on fait avec eux? Il ne s'agit pas seulement des populations, des rapports entre humains, mais également des rapports entre les vivants dans son acception la plus large possible. Et dans les contextes colombiens, le peuple autochtone vont apporter une vision, leur cosmogonie, à cette possibilité de construire la paix en Colombie, une paix qui s'est construite également avec la terre. Dans les revendications des peuples autochtones, il y a la reconnaissance du territoire en tant que victime du conflit armé. Et ça, c'est un concept qui mérite quand même une analyse particulière. En fait, dans la justice transitionnelle classique, les centres d'attention a été toujours l'être humain, les personnes. Et la plupart des mécanismes de justice transitionnelle se sont concentrés sur certains crimes gravissimes,
notamment la disparition forcée, les génocides, les massacres, les assassinats, mais dans ce type de justice transitionnelle classique, on a toujours laissé de côté, on n'a même pas pensé aux territoires comme victimes du conflit. L'opportunité qui présente la Colombie, c'est précisément de bouleverser ces paradigmes anthropocentriques et de voir comment la terre et les territoires font partie aussi de l'équilibre, de la paix des populations en Colombie. Les peuples autochtones ont utilisé les droits depuis longtemps. En 1991, ils ont participé à l'Assemblée constituante colombienne afin de faire reconnaître dans la Constitution leur vision, leurs droits territoriaux, ce qui est reconnu par la Constitution depuis 1991. Mais la réalité est très loin des textes juridiques qui existent parfois dans les pays d'Amérique latine. On voit les différences entre les discours et la réalité. Malgré les contextes des conflits armés, les peuples autochtones se sont battus pour que leur voix soit entendue dans les institutions nationales et internationales. Et pour cela, ils ont mobilisé les droits internationaux. Ils ont par exemple mobilisé la Convention 69 de l'OIT afin que leurs droits soient reconnus aussi en droit colombien. Depuis longtemps, ils plaidaient pour une reconnaissance du territoire en tant que victime du conflit armé. Il y a eu une première avancée en 2011. Le gouvernement du président Santos, à l'époque, a adopté un décret de réparation collective. Et dans l'article 3 de ce décret, c'est le décret 4633, on a exprimé cette volonté des peuples autochtones de voir reconnaître les territoires en tant que victimes. Sauf que le gouvernement colombien a précisé que malgré cette reconnaissance, les victimes qui pouvaient prétendre une réparation, c'était les victimes individuelles, les personnes, et les victimes collectives, donc les peuples autochtones. Donc c'était une reconnaissance à moitié de ce que voulaient les peuples autochtones. La participation des magistrats autochtones dans la juridiction spéciale pour la paix a permis une avancée beaucoup plus importante dans les années récentes. En fait, en 2019, la juridiction spéciale pour la paix a adopté 5 ordonnances entre 2019 et 2021, 5 ordonnances qui reconnaissent des territoires de peuples autochtones et afrodescendants comme victimes du conflit armé colombien. Une petite précision, une parenthèse, vous n'imaginez pas ce qui signifie essayer de traiter des crimes commis pendant plus de 50 ans. En fait, le défi de la justice transitionnelle est immense en Colombie. C'est un défi totalement déproportionné. Dans cette logique de justice transitionnelle, la juridiction spéciale pour la paix a imaginé une technique pour traiter l'ensemble des crimes à partir de ce que l'on appelle en Colombie des macro-affaires ou des macro-procès. Dans les macro-procès, il y a une division entre des procès thématiques en raison du crime commis, disparition forcée, enlèvement par exemple, et des macro-procès territoriaux. C'est-à-dire la juridiction allait se concentrer sur certains territoires qui ont subi la violence. Et dans cette logique territoriale, il y a les macro-affaires 2 et le macro-affaires 5. Ici, vous voyez un peu une carte de ce qui signifie d'un point de vue territorial. Ce sont les 2 macro-affaires qui ont été particulièrement analysées par la JEP, la Juridiction spéciale pour la paix, d'un point de vue des peuples autochtones. Et c'est là, dans ces 2 macro-affaires, que les territoires ont été reconnus comme victimes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est une fois cette reconnaissance adoptée, quels sont les mécanismes pour réparer, pour reconstruire la paix avec la terre?
On connaît déjà certains mécanismes de réparation individuelle, collective, mais le défi actuel de la justice transitionnelle en Colombie, c'est de restaurer, de réparer les territoires. Et c'est tous les défis donc, qui existent aujourd'hui dans la justice transitionnelle colombienne. Nous avons parlé tout à l'heure des sanctions. Et dans les cadres des sanctions propres, c'est-à-dire les sanctions qui n'impliquent pas une privation de liberté, c'est-à-dire les responsables ne vont pas aller en prison, une des manières qu'ils pourraient réparer leur tort, c'est finalement de reconstruire les dommages, ou plutôt de réparer les dommages qu'ils ont causés au territoire. Et c'est là où l'imagination juridique doit ouvrir afin d'imaginer, afin d'inventer de nouvelles formes de justice qui puissent servir aux populations. Si vous parlez avec des victimes, en fait, les victimes ne sont pas intéressées forcément de voir leurs responsables, les responsables des crimes, en prison. Ça, finalement, ça ne sert à rien s'il y a une personne qui est condamnée à 20 ans de prison, qui n'a pas reconnu les faits, qui n'a pas accepté, qui n'a pas expliqué pourquoi il a commis ces crimes. Les victimes veulent la vérité, les victimes veulent une réparation et les victimes veulent que les crimes ne se reproduisent plus. Et dans cette logique, la justice transitionnelle colombienne est un laboratoire, c'est une expérience qui n'existait nulle part ailleurs. Et donc, c'est aussi pour nous, les juristes, une manière d'imaginer une justice une complémentaire entre les droits de l'environnement, la justice transitionnelle et les justices autochtones. Voilà. Alors, vous pouvez imaginer que les juges autochtones qui font partie de ce tribunal ne sont pas les seuls à porter des causes, à avoir utilisé le droit de manière militante. Il y a aussi dans ce tribunal des femmes juges qui viennent de mouvements féministes, des femmes juges autochtones qui défendent une perspective intersectionnelle, par exemple pour faire valoir les affectations, les dommages envers les femmes autochtones ou les autochtones membres d'autres minorités sexuelles. Mais il y a aussi dans ce tribunal, qui est quand même assez progressiste, qui est quand même assez avancé en termes de reconnaissance de droits, des magistrats qui viennent de milieux pénaux, de juridictions militaires, et qui ont une autre vision de la justice. Alors c'est vraiment un espace de dialogue, c'est un espace de construction et de négociation permanente sur ce nouveau droit ad hoc de la justice transitionnelle colombienne. Et surtout parce que plein d'intérêts sont représentés donc, dans une société qui a été divisée profondément par un conflit de plus de 50 ans. Voilà. Alors, il y a quand même des convergences de causes et j'ai l'impression, après avoir fait plein d'entretiens avec plusieurs magistrats, que cette reconnaissance du territoire comme victime du conflit, comme sujet de droit, vient d'une convergence entre les intérêts de juges défenseurs de l'environnement et de juges autochtones. Et c'est là qu'on retrouve le concept de circulation normative qui permet de parler de cette fabrique du droit, donc entre les juridicités autochtones, qui éclaire en fait le droit de l'environnement actuel tel qu'il est en train d'être utilisé par la juridiction spéciale pour la paix. Ah, mince, il n'y a pas les autres diapositives. Alors, j'avais des diapositives qui apparaissent pas là, je ne sais pas pourquoi, sur comment ont fait les magistrats autochtones pour sensibiliser leurs collègues au sein de la magistrature sur les droits de la nature, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Alors, ils ont fait un travail pédagogique assez important. Ils ont emmené les magistrats et les fonctionnaires non autochtones et non afro-colombiens, dits métis, dans différents territoires. Et ils les ont fait discuter avec des autorités traditionnelles sur différentes visions de la justice.
Et j'ai pu assister à ces échanges vraiment, vraiment passionnants. D'autres autorités se sont rendues à Bogota, dans le tribunal de justice transitionnelle, pour parler de leur vision de la paix depuis les territoires et pour les inspirer finalement sur les manières de réparer le territoire. Donc, ce qui s'appelle des échanges de savoir se fait par le biais d'un dialogue interculturel extrêmement inspirant. Et c'est là que les juges autochtones ont pu sensibiliser leurs collègues sur les droits de la nature, de la madre tierra, comme source de droit. Voilà. Il faut considérer qu'il y a une diversité de comprendre ce droit. Et donc, dans ce que je connais un petit peu, c'est la région du nord du Cauca, particulièrement peuplée par le peuple Nasa. Voilà, c'est la deuxième carte en bas. Et en Nasa Jube, la langue du peuple Nasa, la justice, en fait, se traduirait plutôt par harmonie. C'est vraiment une idée d'harmonie entre les hommes, mais surtout avec le territoire et entre la communauté, le territoire et les esprits de la nature qui peuplent le territoire. Et ce qui est recherché par les peuples autochtones, c'est de rétablir cette harmonie. Ils considèrent que tant que les esprits de la nature ne seront pas réparés, tant que le territoire ne sera pas réharmonisé, il ne pourra pas y avoir de paix sur ces territoires. Et évidemment, ils considèrent que les monocultures dont vous parlez, Luis Miguel, que l'exploitation des ressources naturelles vont à l'encontre de cette réharmonisation de la nature. Or, depuis la signature de l'accord de paix de 2016, grâce à la pacification, c'est-à-dire au retrait des guérillas des territoires, les investissements étrangers pour l'exploitation des ressources se sont multipliés. Et donc, c'est une paix néolibérale, en quelque sorte, qui va à l'encontre des définitions de la paix et d'harmonie et de droit des peuples autochtones, de différents peuples autochtones. Mis à part cet accord entre juges défenseurs de l'environnement et juges afro-colombiens et autochtones sur le territoire pour faire avancer la réparation de la nature, des juges comme le magistrat Juan José Cantillo, le Waju, se plaisent à répéter que la justice transitionnelle n'a rien inventé et que ces fameux piliers que vous a présenté Luis Miguel, justice, réparation intégrale, vérité et mesure de non-répétition, sont aussi les principes au cœur des justices ancestrales. Donc il y a une vraie connivence, en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent avancer en termes de reconnaissance de droit entre ces justices, beaucoup plus qu'avec des juges qui viennent d'autres cultures juridiques, par exemple militaires. Voilà. Et donc ils se retrouvent en particulier sur l'idée de délit et de comment traiter les crimes, comment traiter les responsables de crimes massifs commis pendant le conflit armé. On a vu que dans la communauté du peuple Nasa en particulier, le délit renvoie à une idée de désharmonisation, selon laquelle, quand il y a un délit qui est commis quelque part, toute la société autour, toute la communauté est responsable parce que cette communauté a permis la réalisation de ce délit. C'est pour ça qu'en général, traditionnellement, les jugements sont communautaires et impliquent la participation de beaucoup de personnes de la communauté dans les procès. Et les sanctions, dans ces cas-là, sont considérées comme des remèdes qui visent à réharmoniser la personne qui a commis le délit avec sa communauté et surtout avec son territoire et avec les esprits de la nature. Donc, les personnes qui ont commis des délits ne sont pas enfermées dans des prisons, traditionnellement. Elles suivent des processus de réharmonisation qui consistent en des activités spirituelles, en des activités de dialogue avec les personnes majeures de la communauté, les savants autochtones. Mais aussi, ces personnes désharmonisées doivent participer à des activités de travail agricole, de travail communautaire, en plus de ce travail spirituel. Or, ces sanctions alternatives à l'enfermement nous font penser aux sanctions alternatives aux sanctions propres de la juridiction spéciale pour la paix, qui sont des sanctions restauratrices. Et d'ailleurs, le principe de justice restauratrice
est un principe qui oriente tout le travail de la juridiction spéciale pour la paix. J'ai pu assister à des audiences qui ne concernaient pas seulement des victimes autochtones, et on voit que de toute façon, le principe restaurateur est vraiment un principe clé qui vise à ce que les audiences mêmes soient une sorte de réparation morale des victimes. Ce n'est pas une juridiction qui va pouvoir réparer directement les victimes. Il n'y a pas de réparation économique. C'est une autre institution de justice transitionnelle qui existe depuis 2011 pour réparer les victimes. Donc c'est une réparation symbolique en fait qu'apporte la juridiction spéciale pour la paix par la recherche de la vérité. Par exemple, la recherche des corps qui sont toujours portés disparus aujourd'hui. Et c'est dans ces audiences restauratrices où les responsables doivent dire face aux victimes la vérité sur les crimes commis, où sont les corps particulièrement, qui est apportée en fait une certaine réparation. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt de la forme aussi restauratrice de ces audiences. Et donc du coup, c'est important pour les juges de ce tribunal de réinstaurer une confiance avec les justiciables, et en particulier avec les victimes qui n'ont pas confiance en la justice, et de transformer le visage de la justice pour la rendre plus humaine. Et par rapport aux discussions qu'on a pu avoir aujourd'hui en particulier, c'est peut-être aussi grâce à la féminisation de cette magistrature et à l'application d'une éthique du soin, d'une éthique du care par beaucoup de juges femmes, qui a une grande écoute, une grande empathie de la part des juges qui permettent aux victimes de se sentir restaurées et aussi aux responsables qui comparaissent devant la juridiction de sentir une certaine réharmonisation, en fait. Et ça fait vraiment écho au processus, au dialogue communautaire de justice autochtone. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les magistrats autochtones qui font valoir cette connivence, ce parallèle aussi bien dans le fond du droit applicable que dans la forme restauratrice des audiences, mais aussi dans la préparation, en fait, avant les audiences. Vous imaginez qu'il y a un long processus de préparation avec les victimes d'un côté, avec les responsables de l'autre, qui vont devoir se rencontrer. Et donc, c'est grâce en fait, à des équipes psychosociales que cette préparation est faite pendant des mois et des mois pour les deux parties, et à des équipes psychosociales, culturelles et spirituelles qui préparent les victimes autochtones et les victimaires, les bourreaux autochtones en particulier. Voilà. Alors, après avoir parlé de ces vertus et cette inspiration que représentent les justices autochtones pour ce tribunal transitionnel, je voudrais juste alerter sur quelque chose auquel il faut faire attention, et c'est de ne pas idéaliser en fait non plus les justices autochtones et de ne pas faire peser sur, par exemple, ces juges autochtones qui ont un grand pouvoir de représentation en ce moment dans ce tribunal, toute la responsabilité. C'est pas eux qui vont avoir toutes les réponses pour la réharmonisation, la réparation de toutes les victoires de toutes les victimes. C'est pas eux qui vont donner la clé des sanctions réparatrices du territoire, dans la mesure où, et ça c'est quelque chose qu'on a appris au webinaire dont je vais vous parler rapidement, qu'on a tenu l'année dernière avec un invité guatémaltèque du peuple Maya Quechí, Amilcar Pop, qui nous a partagé l'expérience post-accord de paix guatémaltèque. Et on a fait un parallèle assez intéressant sur le fait qu'au Guatemala non plus, les accords de paix n'avaient pas été appliqués et que le conflit s'était transformé en conflit socio-environnemental. Et donc voilà, il a attiré l'attention sur le fait que ce n'est pas les peuples autochtones qui font le plus de dommages à la nature, ce n'est pas eux qui doivent avoir la clé pour réparer la nature et qui doivent encore moins porter le poids d'être juges, en fait, par exemple, des entreprises. Voilà, il disait qu'ils n'ont pas les moyens et pas l'énergie et qu'ils doivent se concentrer sur d'autres choses. Un autre risque, c'est bien sûr celui de la folklorisation du droit autochtone. C'est pour ça que je n'ai pas tant d'images que ça, parce que je ne prends pas beaucoup de photos, parce qu'il y a un risque vraiment d'instrumentalisation de ces images. Je crois qu'on a parlé, je ne sais plus qui, une étudiante parlait de indigenous washing. C'est un peu un risque quand même. Et il y a le risque de coopter ces juridictions pour légitimer la juridiction spéciale pour la paix, en les transformant, en fait, en trahissant peut-être leur essence,
par des mauvaises traductions, des mauvaises interprétations de principes qui n'ont pas exactement d'équivalent parfois en droit occidental. Voilà. Donc les définitions de la nature et du territoire peuvent varier énormément d'un peuple à l'autre et en général, chez les peuples autochtones, le territoire revêt une dimension spirituelle qu'on ne retrouve pas dans le droit environnemental classique. Voilà. Mais d'où l'intérêt, les enjeux, les difficultés de ces rencontres et de ces dialogues internormatifs. Alors, je vais conclure rapidement sur... proposer une conclusion, mais peut-être que Luis Miguel voudra encore dire quelque chose, sur l'actualité de la justice transitionnelle. L'année dernière, grâce à Émilie et à la chaire Normandie pour la paix, on a organisé, et avec l'Institut des Amériques, on a organisé avec la Commission nationale des territoires autochtones 2 webinaires pendant lesquels on a pu écouter des leaders de plusieurs territoires parler de la situation post-accord de paix, et en particulier des grandes difficultés rencontrées suite au vide de pouvoir laissé par les FARC lors de la démobilisation, vide de pouvoir qui a été récupéré par des groupes paramilitaires et des guérillas qui se sont remobilisés après l'accord de paix. Donc voilà, on a beaucoup parlé du fait que le gouvernement n'appliquait pas les accords de paix, et en particulier les mesures de substitution des cultures illicites, qui est, donc, comme Luis Miguel l'a expliqué, un point fondamental de l'accord de paix. N'ont pas été non plus mises en œuvre les mesures de réforme rurale intégrale qui sont fondamentales pour le respect des droits territoriaux des peuples autochtones. Donc c'était un tableau assez tragique en fait qu'on a dressé lors de ces échanges de savoir, qu'on a essayé de faire de manière horizontale aussi, en écoutant ces différentes expériences et difficultés. Mais je voudrais finir sur des notes peut-être un peu plus positives. On va publier les actes de mémoire de ces colloques. Enfin, on est en cours pour garder une trace quand même de ce moment critique très important. Et pour finir sur une note positive, donc le nouveau président élu dont parlait Luis Miguel fait du respect de l'accord de paix une priorité. Et il entend prendre très au sérieux les recommandations de la Commission de la vérité, et donc ce volume ethnique qui parle de ces dommages systématiques et continus depuis la colonisation au peuple autochtone. Effet marquant, il a nommé à la... Ah oui, bon alors ça c'est le tableau noir de l'année dernière, pardon, où on voit les homicides commis contre les leaders sociaux durant l'année 2020, donc après la signature de l'accord de paix, par secteur de la population. Donc on voit qu'il y a eu énormément d'homicides de leaders sociaux qui sont des leaders communautaires qui représentent une diversité de droits des populations locales. Et on voit que les peuples autochtones, les leaders autochtones étaient les principales victimes. 34% des leaders assassinés en 2020 appartenaient à un peuple autochtone. 33% à une communauté paysanne. Et voilà, au-delà des chiffres, j'ai quand même mis une image d'un enterrement auquel j'ai assisté d'un garde autochtone jeune qui avait été assassiné pendant que j'étais en territoire en 2019. Voilà, pour rappeler qu'au-delà des chiffres, tous ces chiffres représentent des milliers de personnes. Alors, ça, c'est les nouveaux visages de personnalités autochtones qui ont été nommés à la tête d'institutions de justice transitionnelle. C'est vraiment des faits inédits. Donc, on a Patricia To'Ondiagari, qui est juriste, originaire du peuple Mbera, et qui a été nommée directrice de l'unité de réparation des victimes. Cette unité qui avait été créée en 2011 et qui fait l'objet d'une lourde bureaucratie et qui n'a pas suffisamment avancé. Donc vraiment, il y a beaucoup d'espoir qui est mis en elle. Elle a fait partie de la commission de la vérité et elle fait un travail impressionnant. Giovanni Giule, du peuple Nasa, est sociologue. Il a été nommé à la tête de l'unité de restitution des terres. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et voilà, l'idée, c'est de leur accorder un pouvoir décisionnaire à ces représentants issus de populations qui étaient trop longtemps maintenus vraiment à l'écart de ces instances de décision. Et la troisième personne, c'est Leonor Saravata, qui a été nommée ambassadrice de la Colombie aux Nations Unies, avec comme mission explicite de la part du président
de faire peser les cosmovisions autochtones dans la gouvernance mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique en particulier. Par ailleurs, une femme afroféministe, activiste contre l'extraction minière, Francia Marquez, a été nommée vice-présidente et elle est à la tête d'un ministère pour la diversité. Et d'autres personnalités, en particulier chercheuses afro-colombiennes, ont été nommées à la tête d'autres ministères. Donc, j'ai l'impression que c'est un gouvernement vraiment de transition qui était attendu pour mettre en œuvre un accord de paix, parce qu'il y a des personnes de différents secteurs qui en font partie. Et de transition pas seulement vers la pacification, pas seulement vers la paix, mais aussi de transition vers différentes divisions du développement et différentes visions de ce que ça veut dire vivre bien, vivre en paix avec la nature, d'une certaine manière. Merci beaucoup.